Welcome everyone here. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous, et dans le monde entier. Stéphanie Flanders, je dirige Bloomberg Economics, et c'est pour moi un grand honneur d'être sur ce podium avec ces trois personnes pour discuter de la façon dont on tirer parti de la pauvreté, du commerce pour réduire la pauvreté. Je parlais récemment un reporter commercial, une journaliste, et je la félicitais. Et elle m'a dit pas pour un seul instant au commerce international. Et quand je lui disais que c'était ennuyeux, mais en fait, je lui ai répondu qu'il y a eu beaucoup d'ennuis dans les négociations internationales. Mais manifestement, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est sous les feux de la rampe. Et on constate toutes et tous les mesures protectionnistes qui ne cessent d'augmenter. Mais ça a été sextuplé, donc cette tendance, depuis la fin 2017. Et nous savons que cette confiance, ou cette méfiance et cette préoccupation quant au libre-échange a augmenté encore plus rapidement au cours des dernières années. J'ai tiré profit de ce que disent les gens de la gauche et de la droite qui ne sont pas dans le grand courant nécessairement. On peut les accuser de toute cette méfiance, mais peut-être qu'on va nous dire ici que les défenseurs de libre-échange n'ont peut-être pas été assez agressifs dans leur défense et n'ont pas répondu aux préoccupations soulevées par la population. Je pense que ce panel devrait nous aider à ce faire et nous allons avoir donc une discussion autour de ces questions. Je ne vais pas faire une longue introduction, mais bien sûr, tout de suite à ma gauche, Kristalina Grigoreva, qui dirige de façon intérimaire la Banque mondiale. Nous avons également le dirigeant de la Banque mondiale, Roberto Azevedo, et nous avons évidemment Christine Lagarde, la directrice du FMI. On va donc demander à tous de faire une petite présentation. Kristalina, c'est à vous de jouer en premier. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle quant aux incertitudes commerciales et les risques que cela pourrait poser pour la réduction de la pauvreté dans les économies en développement? Merci de m'avoir posé cette question et de me demander ce que ça doit vouloir dire pour réduire la pauvreté. Et c'est pas une belle histoire. Nous savons que le commerce, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les emplois et c'est bon pour la réduction de la pauvreté. Quand on examine l'avenir projeté, d'ici 2030, on s'attendait à faire tomber la pauvreté extrême à 3% dans le monde, à moins de 3%. Toutes les choses étant égales, aujourd'hui, on sera sans doute autour des 6%. Et si on laisse l'Afrique subsaharienne, c'est 25 à 30%. Un ralentissement du commerce propage l'incertitude et entraîne d'autres tendances qui éloignent et rendent plus difficile cet objectif de réduction de la pauvreté. On a fait des recherches récemment qui nous montrent que nous voyons déjà une augmentation de la pauvreté dans les chiffres, de l'ordre de 12 à 13 millions d'individus. Il y a une deuxième raison qui nous préoccupe vivement. Nous savons que le commerce est très bon pour la paix et les conflits sont l'un des fers de lance de la pauvreté extrême. Si on examine l'histoire de 1970 à 2010, alors que le commerce ne cessait de
connaître un essor, une augmentation de 7 fois, donc septuplé, avec une réduction de 90% des victimes de conflits. Même le coût de la guerre augmente en fonction de la baisse des échanges commerciaux. On a vu que dans la région des Grands Lacs, les conflits où il y a des échanges, on a beaucoup moins de conflits de l'ordre 2,4%. Donc on ne peut dissocier le commerce et la paix. Enfin et surtout, nous craignons qu'on mélange les pommes et les poires. Bien sûr, on perd des emplois, mais c'est surtout dû à la transformation technologique plutôt qu'au commerce. Et cependant, on s'accroche à mettre sur le dos du commerce ces pertes massives d'emplois. Et vous avez parfaitement raison. Nous avons le devoir de demander inlassablement d'appuyer les échanges commerciaux. Et je vais terminer sur mon sujet favori. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Vietnam ici? C'est un cas fabuleux. Le Vietnam a levé ses barrières commerciales dans les années 80-90 et la pauvreté du Vietnam est tombée de 60% à 3%. Et j'aimerais et je rêverais que ça se passe en Afrique subsaharienne également. Vous avez parlé de la perspective mondiale. Vous nous avez parlé de la précarité de l'économie et les tensions commerciales jouent un rôle. On doit penser au monde ici au cours de ce débat. On ne doit pas se limiter aux États-Unis et à l'Europe. Qu'est-ce que cela veut dire pour les pays en développement, pour la précarité, les incidents sur le développement? Je voudrais également me concentrer sur ce que ça veut dire pour ces pays-là en matière de commerce. Et au sujet de ce qui vient d'être dit, au sujet du développement encouragé par le commerce, la paix également, facilitée par le commerce. Et je crois que ces pays-là sont beaucoup plus menacés que d'autres. Le commerce est vital. J'aimerais signaler deux questions. Le commerce a été et sera toujours un accélérateur d'innovation, de productivité et de croissance. Nous avons fait des études entre la banque, l'OMC et le FMI pour le démontrer à la planète tout entière. Ceux qui ne veulent pas de croissance veulent rejeter le commerce. Mais je n'ai pas encore rencontré de dirigeants qui ne veulent pas de croissance. D'autre part, ça réduit le coût de la vie, ce qui a été le cas au fil des ans de différentes façons. Quand on voit les économies avancer et qu'on voit les ménages à revenus élevés, leurs coûts ont été diminués de 20%. Si on voit les familles à revenus faibles, c'est 2/3 de réduction du coût de la vie à cause du commerce. Ce qui ne veut pas dire que le commerce est toujours parfait. Christina en a parlé. L'avantage de ces tensions, c'est qu'on pointe du doigt ceux qui ont été laissés pour compte, que ce soit à cause du commerce, de la technologie ou autre chose. Parfois, c'est difficile de démêler tout cela. Et c'est un chapitre tout à fait différent qui exige notre attention et qui exige également des engagements du secteur privé et public qui permettra une action budgétaire, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On ne s'est pas concentré là-dessus. Deuxièmement, ce n'est pas moins d'échanges commerciaux, c'est plus de commerce. À l'heure actuelle, on a beaucoup d'échanges de biens, de marchandises tangibles, mais on n'a pas beaucoup d'échanges en matière de services. Et là, il y a encore beaucoup de barrières non tarifaires et certaines tarifaires, mais Roberto en sait beaucoup plus long que moi à ce sujet. Mais quand on examine la plupart des économies dans le monde, ils sont largement tributaires du secteur des services. On passe de 80 à 90% de ces économies
tributaire des activités de service. Les services doivent pouvoir être échangés de façon plus libre et plus juste également. Et vous tous, vous avez des téléphones, donc si vous enregistrez ce qui se passe, vous pourrez les envoyer à vos parents, à vos amis et en faire un petit vidéo. Grâce à ces technologies, beaucoup de ces services sont susceptibles d'être échangés sans obstacle. Ces activités doivent être plus libres, on doit faciliter leur commerce, et c'est une grande bénédiction que quelques 70 pays ont décidé d'unir leurs forces, pas sur une base entièrement multilatérale, mais au moins plurilatérale, pour aller de l'avant avec l'ouverture des frontières au commerce numérique. Il faut voir le commerce avec un autre prisme et veiller à ce que ce soit inclus. Et je pense que les services, c'est très important. La Banque d'Angleterre, je crois, a dit que si on libéralisait les échanges de services, on pourrait diminuer les déséquilibres excessifs qui ont été cause de tensions de plus de 50%. Roberto, à ce sujet, de façon plus générale. Et je sais que les services numériques sont à l'ordre du jour pour l'OMC. Où est-ce que la réduction de la pauvreté s'inscrit dans ce contexte? Est-ce que c'est un fer de lance? Est-ce que c'est un vecteur? Ça fait carrément partie de toute la discussion. Mais en une semaine, c'est la deuxième fois où je suis le seul homme au panel. Et ça, c'est merveilleux. Et j'espère que ça se passera plus souvent. L'élément clé dont il faut se souvenir quand on parle de nouvelles technologies, c'est que c'est un renforcement pour les petites compagnies, pour les petits intervenants, ça réduit les frais, et pour la petite entreprise, petite et moyenne, le coût des transactions, c'est tout à fait fondamental. Pour les grandes compagnies, le coût c'est une rubrique. Pour les petites compagnies, c'est que l'opération pourra avoir lieu ou non. Nous avons une étude récemment qui montre que si en fait on prévoit les règlements, on donne l'infrastructure et on fournit les moyens aux pays en développement la part en pourcentage des pays en développement dans le commerce international passerait de 43 à 57% en très peu de temps. C'est un énorme potentiel pour ces technologies. Les petites compagnies ont également un avantage, c'est d'une part les principaux fournisseurs d'emplois. Dans la plupart des économies donnent dans certains pays, ces entreprises fournissent plus de 90% des services. Une des autres caractéristiques du commerce numérique, c'est que il entraîne plus de parité. L'une des choses que nous voyons dans nos statistiques, c'est le taux de participation des femmes dans des compagnies qui font du commerce en ligne double par rapport aux femmes qui sont dans des sociétés où on travaille uniquement hors ligne. On constate que quand on parle du commerce électronique, des services numériques, et Christine vient de parler d'une initiative, d'ailleurs on s'en occupe à l'OMC, on est en 2019, jusqu'à cette année-ci, on ne parlait pas du commerce électronique à l'OMC. C'est une chose que nous devons bien comprendre.
Et pour conclure, et parfois c'est tout à fait incroyable, on nous dit que les discussions sur le commerce, tout particulièrement à l'OMC, va cristalliser et favoriser les grandes compagnies, les super multinationales, les grandes plateformes. C'est tout le contraire. Si on ne fait rien, s'il n'y a pas de conversation, s'il n'y a pas d'entretien quant à l'harmonisation, quant à améliorer la plateforme, à permettre la participation des PME dans l'économie numérique, c'est à ce moment-là que l'économie numérique sera préservée pour les grandes compagnies, parce qu'elles survivront quoi qu'il en soit. On a un environnement qui est complètement déréglementé et sans aucune discipline. Pour les PME, c'est un dur réveil. Absence de productivité, absence de règles, de règlements, absence d'efficacité. Ils doivent s'adapter aux règles des grandes compagnies et c'est là une chose que nous devons combattre et dissiper cette fausse vision de ce que veut dire le commerce électronique dans l'environnement mondial. Et la recherche économique pourra nous aider à cet égard. Mike Spencer a fait des recherches à ce sujet. Si on pense qu'il y a des effets conjugués du commerce électronique quant à l'essor des grandes compagnies dans les pays en développement, les gains pour les pauvres sont beaucoup plus clairs et apparaissent beaucoup plus rapidement dans les pays en développement. Christine, est-ce que bien là le message qu'on ne veut... pardon, Christine. C'est l'exemple qu'on veut faire, c'est Christina en fait, Kristalina. On a augmenté les services dans certains pays, pour les services donnés à l'entreprise notamment. On a 1 million de plus d'emplois. Il y a 10 ans, on avait 1,4 milliard d'exportation. Aujourd'hui, c'est 18 milliards. Et c'est l'un des nombreux exemples. Et ce qui est bien, ce que l'on peut constater avec plaisir, c'est le potentiel pour les femmes. Et je suis très heureux que vous ayez abordé cette question. Entre autres, quand les compagnies ne sont pas face à face avec le propriétaire, les entreprises dirigées par des femmes fleurissent. Quand ils vont dans la salle, rencontrent avec qui ils font des échanges. Si c'est un homme, peut-être qu'ils n'auront pas cette offre. Ils sont en ligne. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? S'ils sont en ligne, leur volume d'affaires augmente. Donc, il y a des occasions uniques dans les services, les échanges de services, mais aussi parce que l'Internet est ouvert à tous et toutes. Et à ce sujet, j'aimerais dire quelque chose de très important. Si on parle du commerce, y compris le commerce des services, mais également des biens, et que nous ne réfléchissons pas au fossé numérique qui se creuse et qu'on s'arrête au milieu du parcours, l'Afrique aujourd'hui n'a que 24% de personnes connectées, branchées sur l'Internet. La moyenne dans le monde entier, c'est 50%. Dans les économies plus avancées, c'est 80 plus %. Donc pour moi, la question de donner, de booster le commerce et de relier le commerce, les services en particulier, à l'accès à l'Internet. Notre institution s'est engagée vis-à-vis de l'Afrique. Et nous avons décidé que c'était l'objectif. Et d'ici 2030, chaque citoyen américain, chaque entreprise, chaque service de gouvernement devra être connecté à l'Internet. Et c'est une idée absolument enthousiasmante, car s'il y a cet essor, l'Afrique, cela veut dire que la Banque mondiale sera considérée la NASA du monde qui a permis cet essor.
Nous savons tous que pas mal de gens sont favorables au commerce et il y a de bonnes raisons à cela. Et Christine Lagarde, ce qui m'a frappé, c'est une citation de Danny Ricoux, critique de cette organisation. Il faudrait encourager le commerce et se préoccuper dans le même temps des complexités qui se présentent en raison du commerce. Il faudrait pouvoir les résoudre. Mais quel genre de politique le Fonds monétaire encourage-t-il? D'ailleurs, que devraient faire les institutions, les autres institutions également, pour que le commerce devienne beaucoup plus robuste? J'allais dire que tout cela n'est pas nécessairement lié au commerce. Ce que l'on voit dans pas mal de pays, c'est que les politiques internes ont beaucoup de choses à voir en cela qu'elles définissent le marché du travail. La réalité, pour d'aucune perception, c'est qu'en vertu d'un commerce qui a lieu ailleurs, mon emploi disparaît. Mon secteur industriel est relocalisé ailleurs. Mon métier disparaît chez moi, mais la chaîne d'approvisionnement est fractionnée dans le monde entier. En dernière somme, mon travail, mon emploi, ma subsistance disparaît. Le commerce doit continuer d'exister, doit s'accélérer, à condition qu'il y ait productivité et que l'on réduise le coût de la vie dont j'ai déjà parlé. Mais il faut aussi qu'il y ait des politiques actives et passives en matière d'emploi, afin que toutes ces personnes qui se sont exclues, dont le métier a disparu, dont l'activité a disparu, soient mieux équipées pour s'adapter ou se déplacer dans un autre secteur, afin qu'ils acquièrent de nouvelles compétences. Oui, allez-vous penser, oui, bien sûr, on en revient toujours à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Et oui, c'est le cas. Si on voit les pays qui ont réussi, et les pays qui vont par ailleurs être le plus affectés par le commerce, on parle de ceux qui sont soit en bas de l'échelle de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi des économies de très petite taille qui dépendent énormément du commerce et qui ne donnent pas aux travailleurs ce qui est nécessaire pour qu'ils passent à l'échelon suivant. Si on voit un pays comme le Singapour, le Danemark, la Suède, l'Allemagne, et je mentionne ces 4 pays car nous les avons examinés en détail pour voir quelle était leur politique d'emploi active et passive, on se rend compte en réalité que lorsqu'il y a des formations pendant l'emploi, on a fait des études innombrables qui montrent que c'est la formation sur le tas qui fonctionne, qui porte des résultats. Et deuxièmement, lorsque on devance les événements, les choses sont beaucoup plus efficaces. Troisièmement, une formation pendant l'emploi, mais qui permet aussi aux gens de passer à un autre secteur d'emploi. Dans ces pays-là, le chômage est assez réduit. On l'a vu après 2008, les chiffres de chômage n'ont pas explosé dans ces pays-là à ce moment-là, simplement parce qu'il existait des politiques qui aidaient les gens par le biais d'allocations chômage, de formation sur le tas, de coopération entre le public et le privé, de surmonter ces écueils. Pour ceux d'entre vous qui critiquent le commerce, eh bien, je vous dirais, le commerce, à lui seul, n'est pas suffisant. Il doit être accompagné, étayé par d'autres politiques, et en particulier des politiques en matière d'emploi. Que pensez-vous des pays en développement? Ce qui m'a frappé, c'est que les recherches effectuées par la banque, comme toile de fond à cette réunion,
Ces études sont très honnêtes sur les effets de la libéralisation dans certains pays, là où on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour développer les zones rurales. Les gens des zones rurales ont profondément souffert, quoique le reste des populations ait vu une amélioration de leur statut. Mais il y a des tas de nuances qui sont à prendre en compte, me semble-t-il. En effet, oui, il faut être honnête. À moins que nous ne comprenions l'impact des politiques, particulièrement sur les pauvres et les plus vulnérables, à moins qu'on pense à des mesures qu'il faut véritablement mettre en vigueur pour protéger ces populations de ces impacts, si on ne le fait pas, il y aura un retour de bâton et d'ailleurs des conséquences négatives pour ces personnes. Je suis tout à fait d'accord, je vous le dirai avec Christine, pour ce qui est de politique d'emploi active, volontariste. Mais à la banque, nous sommes devenus beaucoup plus conscients des politiques que nous pouvons recommander qui offrent aux populations nécessiteuses un filet de sécurité. Nous pensons aux politiques que nous pouvons offrir qui offrent une possibilité aux gens de s'aider eux-mêmes. Et bien sûr, tout ça revient à parler d'accès au financement, d'accès à un appui comptable pour les nouveaux entrepreneurs, accès qui encourage le recours à l'Internet. Et je puis dire très humblement qu'à la banque, nous nous sommes rendus compte que ce que nous faisions auparavant dans un monde en accélération n'est pas suffisant. Il y a deux grandes initiatives à la banque. L'une que nous appelons le capital humain, investir dans l'être humain, dans l'individu, afin que les pays aient formé une main-d'œuvre souple, agile, rapide, qui peut être déployée rapidement. Et ensuite, comprendre les politiques qui promeuvent l'entrepreneuriat et l'autonomie, le développement personnel, plutôt que de penser seulement à un filet de sécurité sociale qui ne crée pas d'opportunités de développement, de valorisation de l'individu. Il faut différencier entre la technologie, d'une part, et le commerce. Et ceci vient d'ailleurs d'une étude que nous avons faite à propos de l'Union européenne. Nous avons examiné au cours de la dernière décennie ce qui s'était passé. Nous nous sommes rendus compte que l'Union européenne a perdu 50% d'anciens emplois, d'emplois à faible qualification. Et l'Union européenne a gagné le même pourcentage de nouveaux emplois. Alors 15 vont, 15 viennent, 50 vont, 50 viennent, ça s'équilibre, pense-t-on. Mais non, ce n'est pas le cas. Car les individus qui ont perdu leur emploi n'ont pas les compétences pour adopter de nouveaux emplois. Et de fait, cela a des conséquences sociales, bien évidemment, mais aussi des conséquences politiques. Si on voit le paysage politique en Europe, la montée des populismes, en partie, cela est dû à cette réalité. Il faut l'admettre, il faut le comprendre. On l'a mesuré d'ailleurs. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de dire que tout est conséquent des échanges commerciaux. Lorsque nous avons fait cette étude, il s'est avéré qu'une petite proportion est poussée par un changement des canevas de commerce. Et le gros des emplois a été perdu en raison de changements technologiques. Je reviens à votre question sur les pays en développement. Il faut creuser un petit peu les chiffres, les regarder de plus près à propos des flux commerciaux. Et nous avons eu des séries excellentes qui ont été faites à propos des pays de l'Afrique subsaharienne afin de voir quel pouvait être l'impact de l'accord commercial qui est finalement en place, un accord régional. Et on constate que le gros du commerce entre les pays de l'Afrique subsaharienne et avec le restant du monde est dominé par les produits de base, à 84%.
Mais si on voit aussi le commerce entre les pays de l'Afrique subsaharienne, bien sûr, se pose aussi la question de l'infrastructure, du dernier kilomètre, etc. Mais le gros du commerce entre les pays africains, qui sera d'ailleurs l'objet essentiel de cet accord de libre-échange régional, c'est un commerce de produits manufacturés qui offre une valeur ajoutée. Donc les diverses strates du commerce sont différentes. Et on ne peut pas dire en raison des tensions commerciales et leur un impact. Non, l'impact va être différencié d'après le type d'échange commercial qui s'établit entre les pays et avec le restant du monde. Roberto, puisque nous avons une conversation honnête à propos de ce qu'il faut faire au niveau des politiques en général, la libéralisation du commerce, à votre avis, dans quelle mesure avez-vous cette conversation au sein de l'OMC? Dans quelle mesure y aura-t-il davantage de crédibilité accordée à l'OMC si ce dialogue s'établit? Je crois qu'il est important, pour commencer de répondre à la question, de revenir sur un élément. Lorsqu'on parle d'échanges commerciaux, et Kristalina le disait, le fait que l'on crée des emplois, plus d'emplois que ce qu'on perd, ou plus ou moins le même nombre, n'est pas une consolation pour ceux qui perdent leur emploi. Il y aura un impact. Et le commerce ne va pas compenser cette perte. Donc, bien évidemment, les gouvernements doivent gérer ce problème, d'après les politiques dont parlait Christine il y a un moment. Mais on ne peut pas pour autant oublier le panorama plus général. Récemment, un économiste à Genève a été invité à faire un calcul afin de savoir ce qui se passerait si l'OMC ne supervisait pas les contrats, les tarifs. Et ils ont mis au point un scénario dans lequel il n'y aurait aucune règle du jeu. Et les pays, unilatéralement, chacun de son côté, fixeraient les tarifs au niveau qui lui semble le meilleur. Et ce n'est pas le pire des scénarios. Il y en a de plus mauvais encore. Je ne dis pas arrêtons le commerce, non. Mais disons que les tarifs augmentent librement. Le résultat de cette simulation est que l'économie mondiale, la croissance de l'économie mondiale diminuerait de 2%. Donc, cela veut dire qu'on se retrouvait dans la situation de crise, de ralentissement d'après la crise de 2008. Si 17% du commerce disparaissait simplement, c'est ce qui fut le cas à l'époque. Alors imaginez ce que cela veut dire pour l'emploi, la perte d'opportunités, la contraction des salaires. Je vous donne un autre exemple. Une autre simulation était faite. L'hypothèse était, que se passerait-il si le commerce s'arrêtait? Quel en serait l'impact? Je me suis rendu à un séminaire et une de ces personnes expliquait les résultats des enquêtes, des études qu'ils avaient faites en posant la question de savoir si le commerce réduit le prix au détail. Plus de 40 pays étaient représentés et avaient examiné la situation de ce pays. Aucun d'entre eux n'a dit oui, le prix au détail a diminué. Pas un seul. C'est l'ABC de l'économie. C'est les fondamentaux de l'économie. Alors, il y a beaucoup de perceptions erronées à propos du commerce. Que se passerait-il s'il n'y avait aucun échange commercial? Eh bien, les segments les plus pauvres de la société en pâtiraient le plus. Je crois qu'il y a eu une étude de l'Université de Californie qui disait que 63% du pouvoir d'achat pourrait être perdu dans les segments les plus pauvres de l'économie. Donc, si vous avez un salaire de 1 000 $ par mois, en l'absence de commerce, votre salaire réel serait
de 370 $ au lieu de 1000. Alors c'est ça l'impact qu'il y aurait si le commerce s'arrêtait. À l'OMC, nous essayons d'avoir prévisibilité, ce qui est essentiel dans le cadre du commerce, mais qu'il y ait aussi inclusion, inclusivité. Ce que nous faisons maintenant, c'est faciliter les échanges commerciaux afin que les avantages qui découlent du commerce atteignent tous les individus. On a examiné également un groupe de 80 pays et les PME dans ces pays, afin de voir comment améliorer ce que font les PME. Le commerce électronique en serait un bon exemple. Faciliter les investissements dans les pays en développement. Autonomiser les femmes, autre élément extrêmement important. Et c'est à ce niveau-là, je crois, que l'OMC peut aider à assurer que les règles, les disciplines que nous mettons en vigueur se traduisent par le fait de donner des avantages et bénéfices à davantage d'individus. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il appartient au gouvernement de faire quelque chose pour éviter ces perturbations. Mais si les gouvernements ne le font pas, dans ce cas-là, on met en danger l'ensemble du système, hein, car les points d'appui disparaissent. Et donc, on mettra à profit ces perturbations. Alors, il faudrait peut-être qu'il y ait davantage de vigueur pour convaincre les gouvernements à adopter ce genre de mesures. Mais je crois que la première chose que nous devons faire, c'est de sortir les gens de leur zone de confort. Le Fonds monétaire, l'OMC, la Banque mondiale ont publié des tas d'études, des centaines d'études en disant au gouvernement, vous avez un travail à faire. Vous ne pouvez pas penser que la réponse va tomber du ciel ou d'une organisation internationale. Nous pouvons vous aider, nous pouvons vous informer, nous pouvons faire des suggestions, mais en dernier ressort, il appartient au gouvernement de faire les choses et nous ne pouvons pas le faire pour eux. Dans notre étude, celle qui a été publiée, je crois, il y a 18 mois par là, c'est précisément cela, c'est de cela dont nous parlions. Si les gouvernements ne font pas les choses, ne commencent pas à donner une réponse, les choses ne vont jamais se faire, car les gouvernements et les hommes politiques répondent aux élections. Alors, ce qu'il faut, c'est de l'éducation, des formations et éducation de la main-d'œuvre. Ce sont les résultats de politiques de longue haleine qui, pour que les résultats se fassent jour, il faudra que s'écoulent 10 ou 15 ans. Les résultats, nous les verrons si on mettait les mesures en place maintenant, d'ici 7 ou 10 ans. Mais les politiques veulent une réponse immédiate. Hein. Ils pensent aux élections. Et simplement, ils disent « Ah, ce n'est pas ma faute si les choses n'ont pas bien fonctionné. C'est à cause des importations de tel ou tel pays. Ce sont les immigrants. Ce sont les syndicats. Ce sont les entreprises qui viennent s'installer à bas prix. » On cherche donc à trouver un coupable quelque part. Et les institutions internationales, Fonds monétaire, OMC, Banque mondiale ont un devoir à accomplir. Il faut que nous nous assurions que nous publions, nous fassions de vrais diagnostics. Autre défi qui vient d'une autre direction, et vous en avez déjà parlé, c'est la technologie. Kristalina, vous écoutiez mon podcast qui parlait cette semaine de votre pays préféré, le Vietnam. Nous parlions des avantages, des bénéfices que le Vietnam a tirés de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le Vietnam est un modèle traditionnel de développement tiré par le commerce. On grimpe au fur et à mesure de la chaîne de valeur. Mais on pose la question de savoir maintenant si d'autres pays pourront suivre le même chemin, si le système mondial leur permettra de le faire, et aussi si ce chemin sera encore disponible, car les producteurs qui auraient pu utiliser une main-d'œuvre à bon marché au Vietnam utilisent maintenant une main-d'œuvre en Chine qui est plus chère et qui pensent bon, je pourrais
soit retourner au Vietnam, soit employer des robots dans mon usine. Alors, le commerce comme facilitateur, qu'en est-il? Si vous allez au Bangladesh, où le textile est vraiment un vecteur de croissance et de création d'emplois. Maintenant, on importe des robots d'Allemagne et au lieu d'avoir toutes ces femmes, surtout, qui travaillent dans ces manufactures, ils ont des problèmes. Nous devons tous nous ajuster à cette réalité. Mais ce que je voudrais dire, qu'on oublie trop souvent, et Christine en a parlé un petit peu, quand on parle de vecteurs de croissance et de commerce, on songe toujours à ces grands échanges multinationaux. Cependant, quand je songe à l'Afrique, par exemple, il y a tant de choses qui peuvent se produire, ne fût-ce que les échanges entre pays africains pour aller au-delà des frontières. Si on remonte dans le passé, la race humaine, dès qu'elle est devenue économiquement active, a commencé des échanges. Je produis ce que je suis capable de faire bien et j'échange avec ce que vous êtes capable de faire bien. Et je ne peux pas imaginer que vous allez devenir tellement bête que vous allez oublier ces principes de division du travail et la répartition de ce travail améliore notre sort. Il y a une chose dont on ne parle pas assez, et ce ne sont pas les tarifs, c'est les mesures de facilitation du commerce. Réduire les barrières pour permettre les échanges entre les pays. Mes collègues m'ont parlé d'une question, et c'est mon exemple favori, Honduras-Guatemala. À cause de barrières frontalières et de droits douaniers, de contrôle, il fallait 10 heures pour un camion chargé de marchandises pour traverser la frontière. Et les chasseurs avaient des hamacs et ils attendaient pendant 10 heures. La félicitation du commerce veut dire que ça baisse de 10 heures à 15 minutes. Il y a bien sûr un effet négatif pour les producteurs de hamacs, mais au-delà, et notre étude le montre bien, si l'Afrique diminuait de moitié les barrières aux échanges, le PIB de l'Afrique augmenterait de 12%. Si l'Afrique éliminait complètement les tarifs, on aurait encore beaucoup plus, 85%. On doit toujours trouver la meilleure situation, la solution optimale pour les pays. Et il faut bien comprendre qu'on serait complètement perdu si on abandonnait la spécialisation et les échanges. Christine, vous vouliez intervenir? J'aimerais également avoir votre perspective sur cette question. Est-ce que la technologie, l'automation changent notre façon de penser quand on envisage le développement et le rôle du commerce? Ou pensez-vous que ça fait partie d'une histoire qu'on a déjà racontée et qu'on connaît bien? La technologie nous forcera à changer la façon dont nous pensons à l'imposition, à la concurrence, au commerce. Le fait qu'on s'est concentré tellement sur l'échange de produits, quand les échanges de des services est vraiment un gisement incroyable de mesures de libération des échanges. Et c'est là un espoir qu'on avait. S'il n'y avait pas de percée technologique, on aurait faible croissance, faible intérêt, faible emploi, économie faible, etc. Je pense que ça aura certainement un impact sur le commerce. Et en nous écoutant, je sais qu'on se sent tous un peu misérables au sujet du commerce. Mais vous êtes tellement populaire à l'heure actuelle, que vous soyez
un homme symbolique ou un bouc émissaire, on s'adresse à vous. Vous avez énormément de plaintes pour la violation des règles ou encore des plaintes pour changer la réglementation à l'OMC, les litiges commerciaux. Le tribunal est surchargé de causes et ça ne cesse d'augmenter. J'espère que ça prendra bientôt fin. Que ce soit au niveau multilatéral ou plurilatéral ou c'est encore au niveau que vous avez préconisé dans les cyber-échanges, dans le commerce électronique, il y a toute une série d'activités qui fleurissent au Canada, États-Unis, Japon, Afrique, le partenariat transpacifique, et ça n'arrête pas. La liste est interminable. Il est difficile de trouver un pays qui s'oppose au commerce. Il faut donc se demander pourquoi tant de difficultés dans la façon dont nous gérons le commerce et pourquoi le système de gouvernance que nous avons peut être amélioré, sera amélioré et doit être amélioré. Il y a des pays regroupés là, comme la Chine et les États-Unis. Examinons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et essayons de régler ce qui ne fonctionne pas comme cela devrait. Je me sens coupable. J'aurais dû vous poser la question, est-ce que la technologie va répondre à votre question? Oui, la technologie va changer le monde et la croissance. Ce qui ne changera pas, c'est les avantages comparés qui déterminent comment nous nous spécialisons. Ce que nous voyons à l'heure actuelle dans les pays en développement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de croissance et d'emploi qui viennent avec la technologie plutôt que d'élimination. Ce qui compte, c'est la rapidité des ajustements. Et ceux qui sont plus souples, plus rapides à s'ajuster, en bénéficient pour des institutions comme les nôtres. Nous devons nous montrer plus actifs pour aider les pays à se montrer souples et agiles pour leur permettre de s'adapter rapidement et pour devenir les grands gagnants. Mais quand on parle du fossé numérique et de ces pays qui vont tomber dans le fossé, ça m'inquiète. En même temps, je pense qu'il y a là également une occasion unique. L'Afrique peut sauter ce fossé. Certains pays peuvent avancer beaucoup plus rapidement, qu'ils le fassent ou non, tout dépendant des entreprises de fabrication, des règles du pays, mais ça dépend aussi de notre mission. Et ce qui est bien, et on le voit ici au panel, on a une mission et certaines missions sont moins populaires que d'autres. Je pense que c'est une bonne chose de terminer sur une note positive. Comme l'homme le plus populaire dans ce panel, je vous laisse finir. Si on parle de popularité, enfin, j'étais à Seattle, je me rappelle, les manifestations contre l'OMC, même à Genève d'ailleurs. C'était intéressant. On a vu les manifestations dans le cadre du Brexit et j'ai vu ces manifestants dans les rues avec un signe, un pancarte qui disait « J'adore l'OMC ». C'est magnifique, c'est formidable. C'est un monde nouveau, bien évidemment. Je pense que ce qu'on peut tirer de tout cela, c'est que, imaginons qu'il n'y ait pas d'OMC et que le Brexit devienne une réalité. Le degré d'imprévisibilité sera absolument incroyable. Aujourd'hui, même si le Brexit est un Brexit dur, ou s'il y avait un accord, mais au moins on peut maintenant imaginer ce qu'est le monde à l'heure actuelle, ce qu'il sera au cas où il n'y aurait pas d'accord. Ce genre de prévisibilité est important pour les grands pays, imaginez pour les plus petits. Vous n'allez pas être populaire avec moi car je croyais que vous n'alliez pas parler du Brexit. Mais il est vrai
que les Britanniques ont un enthousiasme mitigé parfois vis-à-vis de l'Europe et des commerces. Et je pense que la prochaine fois, il faudra monter un film, l'OMC et le film C'est une vie merveilleuse, où on voit en même temps l'avenir et le passé dans les diverses possibilités. Oui, il était vraiment formidable. Alors, je veux m'engager, je fais un serment qu'à la Banque mondiale, nous n'aurons jamais un panel sans qu'il y ait au moins un homme. Well, thank you. Je vous remercie, je vous remercie. Merci à tous. Je sais qu'en ligne, on nous a posé beaucoup de questions. Nous n'avons pas eu l'occasion d'y répondre, mais les perspectives de l'économie mondiale de cette année montrent que 80% des gens sont toujours favorables au commerce, même s'ils ne savent pas quels sont les avantages qui en découlent. Je vous remercie.